a été organisé à Leiloui Nishmat, notre ami Mesod Ben Shlomo, Touboul. J'ai dit à l'organisateur que ce soir, je n'aurais pas la force de parler de lui, car la plaie est encore trop fraîche. Nous aurons l'occasion de le faire après les Shiva, après les Shloshim. Mais en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est consacrer d'un moment pour l'étude de la Torah qui contribuera certainement à l'élévation de cette si belle Neshama. Alors nous allons continuer le cours que nous avions commencé la dernière fois sur la Haggadah de Pessah, où j'ai essayé de trouver quelques explications originales qu'on ne trouve pas partout et qui permettront de jouer notre rôle d'éducateur le soir du Seder, puisque vous le savez, toute la soirée du Seder est consacrée exclusivement aux enfants. Haggadah, ça vient du mot Vehigadeta levincha, tu enseigneras à ton fils. Et donc, s'il y a un moment privilégié où nous avons la possibilité de marquer profondément le cœur et l'âme de nos enfants, c'est bien le soir de Pessah. Alors, nous étions arrêtés la dernière fois au passage. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hare ani keven shivim shana, velo zachiti shete amar yetziat Mitzrayim balelot. Ad shedrasha ben Zoma. Je vais traduire. Rabbi Elazar ben Azaria dit: je suis comme un homme de 70 ans. Et je n'ai jamais mérité qu'on installe la troisième partie du Kriyat Shema, Yomer, la paracha des Tzitzit, Balelot, dans la Tfila de Harvit. Ad shedrasha ben Zoma. Jusqu'à ce que Ben Zoma est venu faire une dracha. Quelle est cette dracha? Leman tiskor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors il y a ici marqué kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Quelle est la dracha? Yemei chayecha. Ayamim, Yemei Chayecha, c'est pour les jours. Kol, tout. Yemei Chayecha le'avi alelot. Eh bien, et vient inclure en quelque sorte les nuits, de sorte qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, pas seulement de jour, mais également de nuit. Chachamim disent, Yemei Chayecha olam hazeh, eux ne sont pas d'accord, considèrent que on ne devait pas introduire cette partie du schéma dans la nuit. Alors ils disent Yemei Chayecha olam hazeh, Kol Yemei Chayecha le'avi limot haMashiach. Yemei Chayecha, c'est ce nom-là, et Kol Yemei Chayecha, ça inclut l'avenue du Mashiach. Alors, tout le monde sait que Rabbi Elazar ben Azaria a vécu ici une journée fantastique. Il a vécu une journée particulière parce que il était âgé de 18 ans. Et soudain, il a donné l'impression d'en avoir 70. Qu'est-ce qui s'est passé? En une nuit, il a gagné en quelque sorte, dans l'apparence, dans la prestance, 52 ans. Pourquoi est-ce qu'il a gagné 52 ans? Parce qu'il a été investi, en quelque sorte, de toute la force de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi est mort à 52 ans. Et en une seule nuit, eh bien, son apparence, peut-être sa chokhma, est passée
de celle d'un homme de 18 ans à celle d'un homme qui en avait 70. Alors, pourquoi donc est-ce qu'il a pris la force de Shmuel Hanavi en particulier? Pourquoi Shmuel? Et pourquoi est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria tenait à ce point à ce qu'on introduise la troisième partie du schéma dans Arvit, celle, vous savez, où on parle des tzitzit? Eh bien, nos sages nous expliquent que Shmuel a été un descendant de Korach. Pourquoi est-ce que Korach s'est permis de se révolter contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron? C'est parce qu'il savait que l'un de ses descendants, ce serait précisément Korach. Alors il a dit, c'est marqué, Moshe ve Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreshmo. Lui, il savait que Moshe ve Aaron d'un côté équivalait en quelque sorte à Shmuel. Et donc, investi de cette grandeur qui était la sienne, il a considéré qu'il pouvait avoir un ascendant sur Moshe et Aaron. Quel a été un des arguments forts de Korach pour se révolter contre Moshe Rabbeinu? Eh bien, l'une des questions a été Moshe, Talit shekula trelet, trichatzitzi tolo. Est-ce qu'un vêtement qui est entièrement bleu, est-ce qu'il a également besoin de fil bleu? Alors, Moshe Rabbeinu lui a dit bien entendu. Et ça a été pour lui l'occasion de se moquer de Moshe Rabbeinu. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui venait d'être investi de la force de Shmuel, il avait pris les 52 ans de Shmuel, comme nous le dit le Harizal. Eh bien, il a voulu, à ce moment-là, réparer la faute de Korach. Il a tenu à ce qu'on puisse enfin introduire le passage des tzitzit, justement dans le Kriyat Shema, ce qui aurait été une forme de réparation de la faute de Korach. Voilà pourquoi précisément Rabbi Elazar ben Azaria apparaît comme un homme de 70 ans, et voilà pourquoi il tenait absolument à ce que la paracha des tzitzit soit introduite dans la prière de Harvit. Maintenant, il y a une difficulté qui reste dans ce passage, honnêtement. Quelle est la dracha de Ben Zoma? Quelle est la dracha de Ben Zoma que Rabbi Elazar ben Azaria n'avait pas réussi à imposer au Talmidei Chachamim? Kol yemei chayecha yamim, kol yemei chayecha leavi alelot. Quoi, Rabbi Elazar ben Azaria ne pouvait pas faire cette dracha? Il y a un mois en plus, on fait une dracha. Il fallait attendre Ben Zoma. Alors il y a un Mefaresh qui explique qu'en réalité, Ben Zoma n'est pas venu nouveler cette dracha. Bien sûr que Rabbi Elazar ben Azaria aurait été capable tout seul de trouver cet enseignement. Ad chez dracha Ben Zoma nous rappelle ce qui a marqué dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il est écrit Ezeu Chacham, Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Ben Zoma est venu enseigner quel est le sage,
celui qui apprend de tout homme. Autrement dit, les Chachmei Israël, eux, avaient entendu cette dracha de Rabbi Elazar ben Azaria. Et comme il avait 18 ans et qu'il était particulièrement jeune, n'ont pas tellement prêté attention à son enseignement. Mais lorsque Ben Zoma est venu et a dit « Ezeu chacham alomed mikol adam », à ce moment-là, ils ont regardé cela de manière un peu différente et soudain ils ont pris en considération ces enseignements. Vient ensuite le passage suivant. Baruch hamakom baruchu, baruch shenatan Torah l'amo Israël baruchu. Keneged arba banim divra Torah, echad chacham, ve'echad rasha, ve'echad tam, ve'echad sheino yodia lishol. Tout le monde connaît ce passage parfaitement. Intéressant de voir qu'ici, Akadosh Baruch Hu est appelé Baruch HaMakom. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Baruch HaMakom? Alors c'est vrai que Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam. Dieu remplit l'espace. Le monde est entièrement inclus dans la divinité. Vous savez que l'espace, la surface en quelque sorte, est liée en mathématiques, par exemple, à la notion de carré. Lorsqu'on veut la surface d'un carré, on multiplie le carré par lui-même. Eh bien, regardez, lorsqu'on prend le nom de Dieu est constitué de Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire 10, 6, 5 et 6. 10, 5, 6, 5. Eh bien, lorsque vous prenez le carré de chacune de ces lettres, par exemple, le Yud, vous le mettez au carré, ça fait 100. Ensuite, il y a le He 5, ça fait 25. Ensuite, vous prenez le Vav 6, ça fait 26. Et encore une fois, le He au carré, ça fait 25. On arrive à la valeur numérique de 186, c'est-à-dire à Makom. Baruch HaMakom, c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il investit en quelque sorte la surface du monde. Alors, il y a 4 fois Baruch dans ce passage, et c'est la raison pour laquelle il a introduit les 4 enfants. Seulement attention, il y a 2 Baruch où la présence de Dieu est explicite, Baruch HaMakom, Baruch Shenatan Torah l'amo Israël, et entre les deux, il y a chaque fois un Baruch qui est plutôt lié à quelque chose de voilé, de caché, Baruch Hu, loué soit-il. Eh bien, c'est que dans ces 4 enfants, il y en a 2 qui attirent particulièrement l'attention, et 2 qui leur sont assujettis et dont les premiers doivent faire attention. Baruch HaMakom, ça c'est le Chacham. Baruch Hu, là où la présence de Dieu est déjà plus voilée, ça c'est le Racha. Baruch Shenatan Torah l'amo Israël, ça c'est le Tam. Yaakov Ishtam Yoshev Walim. Quelqu'un qui étudie la Torah est appelé un Tamim. Tam, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Baruch Hu, alors, lui est assujetti celui qui est Sheino Yodea Lishol, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas posé de questions. Ainsi donc, le soir du Seder, nous sommes assis devant nos enfants. Et il nous appartient de scruter le cœur, l'esprit, peut-être la Neshama de chacun de nos enfants, chacun de ceux qui sont autour de la table du Seder, et essayer d'apporter la réponse adéquate à leurs interrogations. Cependant, il y a un
un commentaire qui explique qu'ici, il n'y a pas 4 enfants. Ici, il y a un enfant. En effet, il s'agit d'un enfant qui doit passer par les 4 étapes de l'existence. Quelle est la première étape de l'existence? C'est le Sheino Yodé Alishkol, celui qui ne s'est pas interrogé, celui qui ne sait même pas parler. Ça, c'est le petit enfant lorsqu'il est tout petit. Après, lorsqu'un enfant grandit un peu, il dit à son père, à sa mère, « Papa, qu'est-ce que c'est? Mazot. » Lorsqu'il grandit encore un peu plus, il devient un enfant difficile, un rachat. On appelle ça souvent la crise d'adolescence. Et seulement ensuite, il devient un chacham. De sorte que on ne doit pas toujours se faire trop de soucis lorsqu'on voit que les enfants posent des problèmes à un certain moment de leur croissance. On doit savoir qu'un enfant normal, c'est un enfant qui passe par ces 4 étapes. À la limite, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Alors, Keneged Arba Abanim Dibra Torah, Echad Chacham, Ve'echad Rasha, Ve'echad Tam, Ve'echad Sheino Yodé Alishol. Tout le monde a saisi la répétition insistante. Il y a un rachat et un chacham, un rachat, un tam et un qui ne s'est pas posé de questions. On aurait très bien pu dire que Neged Arba Banim Divra Torah, on a déjà dit le nombre 4, chacham, rachat, tam, Vesheino Yodé Alishol. Eh bien, tout le monde connaît l'explication du rabbi précédent qui nous explique que de la même manière qu'il y a ce echad, cette neshama, cette profondeur, ces capacités, ces dons dans le chacham, de la même manière, dans chacun de nos enfants, et peut-être dans chacune des périodes de leur existence, eh bien, il y a ce même echad qui est là, ces mêmes possibilités, ces mêmes kochot, cette même neshama. Simplement, il convient que, avec le vav achibou, c'est-à-dire cette conjonction de coordination, ce vav qui est un trait du bas vers le haut, nous fassions en sorte que ceux qui ont plus de facilité, le chacham, eh bien, puissent rayonner sur ceux qui ont moins de facilité. Alors, on va s'interroger maintenant, si vous voulez bien, sur ce que disent un petit peu chacun d'entre eux. Alors, le chacham Maou Omer, il dit Ma edot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Il pose de très bonnes questions. Il dit quels sont les témoignages, les décrets, les lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a enseignés. Alors, ve'afata emorlo, ilchot ha'pesach, quelqu'un qui te pose de bonnes questions, eh bien, donne-lui des bonnes réponses. Et c'est quoi les bonnes réponses? Ilchot ha'pesach, ein maftirin achar ha'pesach afikoman. Qu'est-ce qui se passe à la fin du Seder? On mange la ficomène. Après la ficomène, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. C'est fini, c'est le dernier morceau qu'on a mangé. Et on doit rester avec ce goût pendant toute la soirée. Lorsque quelqu'un te pose une question, réponds-lui de sorte que, une fois que tu as terminé de lui répondre, il n'y ait plus rien à dire. Ce soit clair. Le goût restera intact pour tout le temps. Voilà, je suis désolé, c'est le problème du direct avec les appels en milieu de gens qui vous appellent et qui interrompent donc la communication. Eh bien, voilà comment on doit répondre à quelqu'un qui pose de bonnes questions.
On doit lui donner des réponses définitives, des réponses sans appel. Alors, la question du Chacham est intéressante, mais elle ressemble un petit peu à celle du Racha. Le Racha dit Ma avoda azot lachem. Ma avoda azot lachem. Lui, il dit quel est le travail que vous faites pour vous? Et le Chacham, il n'a pas dit Asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Quelles sont les lois que l'Éternel vous a ordonnées? Le Chacham aurait pu dire Otanu, les lois que Dieu nous a ordonnées. Et quelle est donc la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les deux est facilement compréhensible. C'est que le Chacham, au moins, évoque le nom de Dieu. Asher tziva Hashem Elokeinu etrem. C'est l'une des explications que donne d'ailleurs le Yalkut Shimoni de cette fameuse phrase très connue de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a eu un jour cette phrase. Raïti ani. J'ai vu moi. Si Shlomo HaMelech dit Raïti ani, ça veut dire qu'il considère qu'il était le seul à voir cela. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit il y a une supériorité de la lumière, de la sagesse sur la bêtise, comme celle de la lumière sur l'obscurité. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech a voulu dire? Il a voulu dire la chose suivante. Tu veux savoir quelle est la différence entre le Chacham et le Racha ici dans la Haggadah? Le Yitron HaChochma min ha-sichlut, c'est-à-dire le supplément d'intelligence par rapport à la bêtise, c'est-à-dire par rapport au Racha. Eh bien, pense au Yitron ha-or min ha-chosher. Pense au supplément de lumière, de la lumière sur l'obscurité. Quel est le supplément qu'a eu la lumière par rapport à l'obscurité? Eh bien, c'est très simple. C'est que dans les premiers psukim de la Torah, il est écrit Vayikra Elokim laor Yom. C'est marqué Dieu a appelé la lumière le jour. Mais pour l'obscurité, c'est pas marqué Elokim. Velachocher kara laila. Pour l'obscurité, c'est pas marqué Elokim. Il l'a appelé la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a associé son nom Elokim avec la lumière, mais pas avec l'obscurité. De la même manière, tu veux comprendre quelle est la supériorité ici du Chacham par rapport au Racha? Ben c'est tout simplement parce que lui, il dit le Shem Elokim. Lui ne le dit pas. À partir du moment où le Shem Elokim a été dans la création, évoqué au sujet de la lumière, et non pas au sujet de l'obscurité, de la même manière, ce qui fait la différence entre le Chacham et celui qui est un Racha, eh bien, c'est celui qui sait invoquer quand il le faut le nom de Dieu et celui qui ne l'invoque pas. Ainsi donc, voilà la différence qu'il y a entre le Chacham et le Racha. Il me reste quelques instants, alors je terminerai en disant, puisqu'il s'est sorti en quelque sorte de la communauté en disant lachem velolo, eh bien, Kafar Beikar, il a nié en quelque sorte l'existence de Dieu. Alors toi aussi, Aki et Shinav, toi aussi, fais-lui grincer les dents. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut lui faire grincer les dents? Eh bien, voilà un garçon qui est là en train de faire le fanfaron le soir du Seder, en train de poser toutes sortes de questions pour embêter tout le monde.
Et on peut avoir, Dieu préserve, des enfants comme ça qui veulent se rendre intéressants. Alors, il ne faut pas les prendre de front, il faut simplement leur donner le sentiment que certains juifs ont déjà ressenti au moment de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte? Au moment de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu dit à tout le monde, vous savez quoi, on va faire le Korban Pessah. Un Korban, c'est très gros. Vous êtes des petites familles, il va falloir tout manger. Et on n'a qu'une seule nuit pour cela, jusqu'à Chatzot. Et donc, vous allez vous inscrire sur une liste et il y aura tant et tant de familles qui vont s'inscrire pour le même agneau. Il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre, qui se sont mis à se moquer de Moshe Rabbeinu, et donc ils ne se sont pas inscrits. Lorsque le soir de Pessah, on a fait le Korban Pessah, que le Korban Pessah a été mangé rôti, Kadosh Baruch Hu a fait sortir une odeur du Gan Eden qui a pénétré la viande de tous ces Korban Pessah, de sorte que tout le monde avait envie de manger cette viande rôtie le soir de Pessah. Et ceux qui ne s'étaient pas inscrits, lorsqu'ils sont venus demander un morceau, on leur a dit c'est trop tard. Et donc, ils ont eu les dents qui se sont mis à grincer. Ils se sont dit ah, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a été bête? Qu'est-ce qu'on a manqué? Eh bien, de la même manière, il faut vivre ce céder intensément. Le vivre avec joie, avec authenticité, avec sincérité, de sorte qu'un enfant lui-même va comprendre quel est le manque, le chisaron qu'il y a à ne pas participer à cela. Et puis, tzaddik, c'est la valeur numérique de 570. Racha, c'est 570, pardon. Et tzaddik, c'est combien? C'est 204. Quelle est la différence entre 570 et 204? C'est 366, c'est-à-dire Shinav. Ake Shinav. Enlève-lui petit à petit tout ce qui fait cette différence considérable qu'il y a entre le tzaddik et le rachat. À ce moment-là, il deviendra un véritable tzaddik comme nous l'attendons de chacun de nos enfants. Que ces quelques mots qui ont été dits soient de nature à élever la neshama de notre ami André Touboul et que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que chacun d'entre nous puisse avoir une parfaite santé, que tous ceux qui ont besoin de refouach shlema aient une refouach shlema et que Kadosh Baruch Hu yomarda il etzarotenu. À bientôt. Bonsoir. On va dire quelques mots. L'Ilui Nishmat Rebbe Sod Teboul. Potrine Bidvar Malchut. J'ai ouvert un Igrot Kodesh du Rabbi hier et je suis tombé sur une lettre que le Rabbi a envoyée en 1970 du Dalef Reshvan Tafshin Lamed, un général parachutiste à l'armée israélienne, Tzva Hagana d'Israël. C'est le Krach 26, Ravav, et la page Rish Rafret, 228. Et le Rabbi dit la chose suivante: je suis certain que pour vous, il n'est pas nécessaire d'insister qu'il ne faut pas tenir compte des difficultés, même lorsqu'on le reproche. Il ne faut pas du tout que ça nous impressionne. Et le Rabbi il ajoute, d'après Torah Tabal Shem Tov, que de chaque chose qu'il faut apprendre un enseignement dans le travail de l'homme pour Akadosh Baruch Hu, le Rabbi développe
tous les sujets de parachutisme qui est basé sur le fait qu'on utilise le contre-force du vent, le contre-sens du vent pour qu'on puisse Allô? Allô, allô? Est-ce qu'on m'envoie, on m'entend? Très bien. On va dire quelques mots à part la vidéo. Là, on voit, on entend. Bonsoir. On va dire quelques mots. Lilo Nishmat, Reb Mesod, André Teboul, Allah Shalom, un collègue, puisque responsable, directeur d'une des plus belles écoles d'Europe. J'ai commencé par Dvar Malchut, une lettre du Rabbi. J'ai ouvert un Igrot Kodesh hier en fin d'après-midi avec un cœur assez lourd. Et voilà que je tombe sur une lettre que le Rabbi a envoyée Tafshin Lamed, 1970, Yud Aleph Reshvan Tafshin Lamed. C'est une lettre dans le Chelek Chavav, à la page Resh Rafret 228. Une lettre que le Rabbi envoie à un général parachutiste de Tzva Hagana d'Israël. Et le Rabbi lui parle bien sûr du judaïsme qui doit être un exemple, y compris pour tous les membres de son unité. Et là, le paragraphe qui nous intéresse, le Rabbi lui dit, je suis certain que pour vous, il n'est pas nécessaire de souligner qu'il ne faut pas du tout se laisser impressionner des difficultés et des forces qui retiennent, même si on les rencontre. Et le Rabbi dit, j'aimerais ajouter un point d'après Torah Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous a enseigné que de chaque chose, il faut apprendre un enseignement Bavodat Hashem. Et il lui explique que tout le principe du parachutisme est basé sur le fait d'utiliser la force, la contre-force du vent pour réduire la vitesse de la chute du parachute. Autrement, que Dieu préserve, ça ne sera pas une réussite. Donc, on utilise ce qui semble être une opposition pour devenir une force alliée pour avoir la tzlacha dans le parachutisme. Et le Rabbi lui dit, Vanimshal Mouvan, qu'on peut nous en inspirer également dans la situation de ce général, les difficultés pour le judaïsme, et certainement que c'est un enseignement aussi pour nous. Je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais ce qui est évident, c'est que le Rabbi souhaite qu'on ne se laisse pas décourager par la situation, et mieux encore, qu'il faut utiliser ces difficultés
pour encore mieux réussir le parachutisme. Ça veut dire pour faire atterrir sur Terre le message d'Akadosh Baruch Hu, de Dira Betartonim, et de faire descendre un mégalé sur Terre, le Mashiach, et voilà, Amitit Vashlema Bekarov Mamash, par Mashiach Sitkenu, et comme dit le Zohar, que les premiers qui vont s'élever dans Triat Amitim, c'est les tzadikim, et ceux qui viennent de nous quitter, donc certainement, donc André, André, Ramasod Teboul, Alava Shalom, Risham, Vikit Souveranenu, Shochne Afar. Certainement que le Rabbi pense à utiliser toute la technologie moderne qui permet à apporter la lumière de la Torah chez chacun individuellement à la maison, et donc transformer le problème que nous vivons actuellement en force et en nouvel atout, en nouvelles possibilités pour diffuser Torah et Mitzvot. J'aimerais saluer tous les membres de la famille Teboul que je connais de manière plus personnelle, et plus personnellement Rav Shmuel qui a travaillé comme éducateur comoré chez nous à Cheder, et Rav David Nissenbaum, son gendre, qui est un des responsables du collège Beth Hillel. Pour partager avec vous quelques épisodes, puisque la lettre de Rabbi, elle est de Tafshin Lamed. Donc, je me rappelle en 1970, je pense que c'était en été, pour la première fois, André Teboul, en tant que jeune étudiant qui habitait encore à Marseille, est venu à la Yeshiva pour passer les vacances d'été sous l'influence de Rabbi Yosef Yitzhak Matissov, je crois, qui est parti en shlichut à Marseille à cette période, et qui a donc invité André Teboul à venir passer le mois d'été à la Yeshiva. Il aimait souvent aller dans la forêt, puisqu'à l'époque, en bas de la Yeshiva, il y avait la forêt, pour donc s'asseoir et étudier. Et un de mes amis, Rav Shmuel Lapkowski, a eu donc l'occasion de se rapprocher beaucoup de lui et de garder des contacts pendant de longues années, en commençant par ce séjour à la Yeshiva. D'une manière générale, André Teboul, en tout cas pour moi, c'était quelqu'un de très discret, qui parlait très peu, mais lorsqu'il disait des choses, c'était toujours des choses riches, des choses avec beaucoup de tochen, de contenu, des choses sensées, et des choses qui marquaient les correspondants, les gens avec qui il parlait. Comme ça, c'était avec moi. Comme ça, je l'ai vu aussi dans différentes réunions. C'est toujours la discrétion, le raffinement, mais c'est pas pour autant ce n'était pas un homme qui était un homme de principe et qui savait se donner les moyens pour atteindre ses objectifs, mais toujours dans le respect et la discrétion. Je vais partager avec vous quelques épisodes qui me semblent avec un tochen pour tous ceux qui écoutent, qu'on puisse s'en inspirer. Nous sommes Tafshin Daled, l'été 1994, quelques jours après Gimel Tammuz. Et nous procédons à la pose de la première pierre, le Eben Apina,
du futur Echal Menachem, 110 boulevard de Ménilmontant, qui était le 12e binyan de l'école Sinaï, et qui a été demandé au rabbi, qui a été demandé par le rabbi. Et lorsque mon père Zichrono Livracha a remis au rabbi la clé de la cité Sinaï, le 26 Adar Rishon Tafshin Nunvet, un jour, c'était un dimanche, la dernière distribution des dollars en fin de journée. Et on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus sur cet épisode. Et donc, le rabbi a demandé qu'il construise immédiatement une nouvelle école. Ça a pris du temps. Et finalement, le Even Apina a été célébré dans les Shloshim, dans les 30 jours de Gimel Tammuz Tafshin Nun Daled. Donc, en été 1994, quelques jours après Gimel Tammuz. Le Even Apina, la cérémonie, la fête, a été bien sûr présidée par mon père Zichrono Livracha et en présence du maire de Paris qui est venu pour le Even Apina. Et donc, là, je vois arriver André Teboul, Zichrono Livracha et Badel Chavim Tovim, Reb Daniel Luisan, et qui me disent qu'ils viennent de la part de Rav Azimov et qui souhaitent donc à ce qu'on les présente au maire de Paris et on lui demande un rendez-vous parce que le projet de la rue Petit a traversé quelques grandes difficultés à ce moment-là. Et j'en ai parlé à mon père. Mon père a été très, très partant. Et dans son discours, mon père disait « Zé Katan Gadol Yiyeh ». La rue Petit doit devenir une grande rue. Il faut y construire le projet donc, de Bet Lubavitch, de Rav Azimov, etc. Et après la cérémonie, on a donc présenté André Teboul et les Badel Chaim Tovim, Daniel Luzan, au maire de Paris. Et je pense qu'à cette occasion, ils ont pris un rendez-vous. Et Bezrat Hashem, avec le temps, la situation s'est arrangée et tout le monde connaît la suite. Et je me rappelle que pendant cet épisode, je me suis dit, voilà un vrai soldat qui agit derrière les coulisses, avec toute la discrétion et tout l'engagement pour la réussite de sa mission. Je me suis dit, vraiment, kol hakavod, lorsqu'on a la chance d'avoir des généraux, des lieutenants comme André Teboul, qui mettent toute leur efficacité et leur travail, tout en restant derrière les coulisses. Ensuite, j'aimerais partager un autre épisode. C'est lorsque le fils Shmuel, mon ami Shmuel Teboul, qui était pendant plusieurs années moré au Cheder de Sinaï, et à une occasion, j'ai rencontré André Teboul, je pense que c'était à une simcha, et je lui ai fait un compliment sur son fils. J'ai dit que c'était un très bon mechaner, que les parents étaient satisfaits, etc. Et j'avais l'impression que il n'avait pas particulièrement, il paraissait pas particulièrement très ému et enchanté du compliment que j'ai fait à son fils. Et devant mon étonnement, André il m'a dit, écoute, Yosef Yitzhak, chez nous, dans la famille, très vite, on encourage les enfants à prendre leur indépendance
et à se prendre en charge, et chacun y choisit sa voie. Donc, moi, j'en ai retenu que ce qui est certainement aujourd'hui quelque chose de capital, que contrairement à d'autres familles où on essaye d'entourer les enfants le plus tard possible, au contraire, lui avait une autre chita qui consistait à encourager chacun des enfants à se prendre en charge et à chercher lui-même sa propre voie pour réussir dans la shlichut que Hachem il a prévu pour chacun dans le monde et dans la vie. C'est quelque chose que, me semble, dans la situation d'aujourd'hui, est vraiment capital pour dire qu'il avait vraiment confiance en chacun de ses enfants et pour réussir et arriver à se défendre et à se débrouiller le mieux possible. Ensuite, j'aimerais partager un autre épisode. Ça concerne la réussite de l'école Betrana, qui, comme c'est connu, est une école donc très connue et avec d'excellents résultats au baccalauréat. Et donc, c'est une école prestigieuse. Et donc, il y a 8 ans à peu près, il y avait le palmarès de baccalauréat des collèges et lycées en région parisienne, parmi lesquels les premières, ou la première, ou parmi les premières, il y avait l'école Betrana. Donc, j'ai téléphoné à André Teboul et je l'ai félicité. Il m'a dit, Yosef Yitzhak, je retiens que tu m'as appelé et je te souhaite que très vite je puisse à mon tour te rappeler pour te féliciter et à la même occasion et dans les mêmes circonstances. Bon, j'ai dit Amen. Et effectivement, pas très longtemps après, le collège Sinaï était donc au palmarès des baccalauréats à Paris. Et bon, moi j'ai déjà oublié. J'étais sûr que lui aussi a oublié. En tout cas, je n'y ai pas particulièrement pensé. Et voilà qu'il m'appelle, il m'a dit Yosef Yitzhak, je te dois une dette. Ah bon, tu me dois une dette? Et il m'a rappelé cet échange en disant écoute, j'attendais l'occasion pour te rendre la gentillesse et pour te féliciter pour l'équipe, qu'il a entendu vraiment de très bonnes choses sur nos élèves, sur nos professeurs, sur notre directrice, etc., etc. Ça m'a touché parce que je croyais pas qu'il s'est rappelé de cet épisode. Il y a quelques mois, il y a certains mosdot en région parisienne qui avaient traversé de très grandes difficultés. Et il se trouve que André Teboul à la Vachalom s'est beaucoup investi. Pour aider ces mosdot à s'en sortir et à donc pouvoir réouvrir conformément à toutes les règles administratives, etc. Il se trouve que moi aussi, de mon côté, j'ai essayé d'aider ces mêmes mosdot. Et à cette occasion, on a eu encore une fois des occasions pour échanger, pour savoir comment mieux aider ces mosdot qui avaient traversé une certaine turbulence. Et là, encore une fois, j'ai vu l'efficacité de ce monsieur que savait toujours agir dans la discrétion, sans faire beaucoup de bruit et surtout en essayant d'être
d'être efficace et pertinent. Et d'ailleurs, à cette occasion, il m'a encore une fois ressorti l'épisode que je vous ai raconté tout à l'heure, puisqu'il m'a dit à la fin, Youssef Yitzhak, je crois que je te dois encore une dette. Et je lui ai dit, c'est quoi la dette? Et il m'a dit, cette année, vous avez vraiment fait extraordinaire. Vous étiez les premiers pour les garçons, les premiers pour les filles, le collège Sinaï, le lycée de Sinaï et le lycée Khal Menachem. Vous êtes le premier et le deuxième en palmarès de la région parisienne, vraiment pour la cavode, etc. Donc je voyais que non seulement il n'était pas jaloux de la réussite des autres, mais il était fier de partager et de voir comment le Mosdot du Rabbi puisse se développer à Paris. Alors, on a parlé beaucoup du fait qu'il a été discret et très tsanoua. Et comment comprendre que malheureusement, il nous quitte un petit peu de la même manière, d'une manière tout à fait inattendue, sans être entouré de personnes, et une levaya dans des circonstances très douloureuses. Mais certainement que ça correspond à sa volonté de ne pas gêner et de rester bitsneout, rester dans la discrétion et rester surtout un modèle d'un soldat du Rabbi qui a toujours œuvré pour faire rayonner le nom du Rabbi et la Sracha de Chinuch juif en France de la meilleure façon. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu ce lundi, Chavzaïn Adar, le 28e année, Zachadar, et donc on a mentionné tout à l'heure, on va peut-être revenir plus en détail, que pour le Shabbat Vayakhel Tafshinun Bet, il y a un groupe de Sinaï qui sont partis chez le Rabbi, et à la tête, il y avait mon père, Zichrono Livracha, et ma mère, que Dieu lui accorde une longue vie. On était à peu près une centaine de personnes, membres de la direction, amis, donateurs. On est venu depuis mercredi et on a passé Shabbat avec le Rabbi. Et dimanche, qui était le 26 Adar, le dernier dollar, on a mentionné tout à l'heure. Donc, mon père a pu donner au Rabbi la clé de l'école Sinaï en disant le binyan et tout ce qu'il possède appartient au Rabbi. Le Rabbi l'a fait très très large sourire, il a montré très grande satisfaction, il a donné beaucoup de brachot. Et là, il a demandé de commencer sans tarder la construction de la deuxième école. Sans rentrer dans tous les détails, donc avant le début de la distribution de ces dollars, le Rav Groner, à qui on souhaite une refoua shlema, un arichut yamim veshanim, Rav Yuda Leib, ben Rinderachu, une refoua shlema, un arichut yamim. Il nous a demandé combien on est à peu près, parce que le Rabbi a demandé qu'à chaque membre donc de cette délégation de France, on donne dès le départ 3 dollars. Pas 1 dollar, pas 2 dollars, mais tout de suite préparer un paquet de 3 dollars. Il y a encore une chose, le Rav Groner a dit que certainement les gens, ils ont amené avec eux depuis Paris beaucoup de lettres et des demandes des différentes personnes qui demandent des brachot au Rabbi, de ne pas le remettre au dollar, au Rabbi, mais de le remettre au secrétariat. C'était pas évident de convaincre tous les membres de la délégation, mais bon, comme je disais que c'était une instruction du Rabbi, donc tout le monde m'a remis leurs lettres. Il y avait des gens qui avaient vraiment des paquets impressionnants
des listes de lettres que j'ai remis au secrétariat avant le début de la distribution du dollar. Et le Rav Groner m'a dit que je peux rassurer, je peux rassurer tous les participants que tout ça, tous ces listes, toutes ces lettres, le Rabbi sait très bien que ça provient de ce groupe qui doivent rentrer sur Paris. Donc, il va les traiter en priorité. Il va les traiter en priorité. Et le lendemain de ce dimanche, le Rabbi est parti sur le OL et le Rav Groner m'a dit qu'effectivement, toutes ces lettres ont été prises par le Rabbi dans les sacs, dans les sachets qu'elle a pris avec lui sur le OL. Donc, je disais aux membres, à tous ceux qui pouvaient encore rester sur Fahrenheit, qui ne devaient pas rentrer dimanche soir à Paris ou ailleurs, de rester là. Je leur ai dit, c'est très important, ces manières de se dire au revoir avec le Rabbi, puisque le Rabbi avait l'habitude toujours de dire au revoir, de distribuer des pièces aux gens qui sont à côté de la voiture lorsque sortait pour le OL et qu'il y avait des gens qui devaient voyager. Et je disais en particulier que sachez que le Rabbi part sur le OL beaucoup pour nous parce qu'il prend avec lui toutes vos lettres, toutes nos lettres. Et donc, c'est très important d'être là pendant que le Rabbi va partir sur le OL. Effectivement, nous étions un petit groupe d'à peu près une dizaine de personnes. Et la fameuse photo où le Rabbi fait comme ça avec la main, en rentrant dans la voiture, il le fait aux gens qui étaient autour de la voiture, et notamment les personnes de notre groupe et moi-même qui avaient le scout d'être là pendant que le Rabbi est parti sur le OL. Et après, en soirée, malheureusement, on a été stupéfait d'apprendre ce qui s'est passé sous le OL pendant que le Rabbi lisait les pidionotes, les lettres qu'il avait prises avec lui. Et bien sûr, c'est très difficile à exprimer et à partager tout ce qu'on a pu ressentir. Mais par contre, ce qui peut-être on pourrait dire, c'est que moi personnellement et quelques autres qui étaient là, on avait clairement le sentiment que le Rabbi, il est malheureusement ça lui est arrivé sous le OL ce qui est arrivé pendant qu'il était en train de prier pour les Juifs de France et pour les Mosdot qui en est venu pour prier pour la Hatzlacha de ces Mosdot. Et je me suis toujours dit que lorsque le Rabbi fait avec la main du style je compte sur vous et je sais que je peux compter sur vous et je continue à bénir et je continue à prier pour tous les Juifs du monde, pour toute l'humanité, mais aussi en particulier pour tous les Juifs de France. C'est quelque chose qui était une constante chez le Rabbi, comme on a vu les dernières semaines avant le 27 Adar, où le Rabbi a consacré plusieurs Farbrengen à la France, comme le Parasha Vayeshev et Parasha Vayishlach, et même là où le Rabbi part sur le OL avec les lettres des Juifs français et il donne toute sa vie pour que le judaïsme en France puisse prospérer comme le Rabbi l'a voulu, ou Faratzta, que Tzorfat, c'est la même lettre que Paratzta, c'est la même valeur numérique que 770, et que le Rabbi vraiment comptait que la France soit un exemple non seulement de Balei Tshuva et de Mosdot Chinuch et d'impression de livres et l'union de Hafatsa, de Yafutsu Manotecha Chutza, etc., mais que la France soit aussi le pays qui va
donc annoncer le début de la Géoula Shlema, Bekarov Mamash par Moshiach. Chodesh Tov, que ce soit Chodesh HaGeoula, Benissan Yigalu, Benissan Atidin Ligael, qui en est la Géoula Shlema, Bekarov Mamash, encore avant le Korban Pesach au Bet HaMikdash, RF Pesach cette année, Tafshin Peh. Ok, chers amis, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un hommage à Rav de Saoud, André Toboul, mon ami André, je le connais depuis très longtemps. Et voilà, nous avions à l'occasion fait un Gan Israël il y a plus de 35 ans et j'avais appris à voir qui il était. Et depuis, Baruch Hashem, il nous a montré comment bâtir un empire d'éducation. Chez Chabad, on ne fait pas de SPT, mais encore moins quand c'est Rosh Chodesh, que ça c'est une halakha. Alors on va faire la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de dire un petit mot du Rabbi, qui correspond à vraiment l'homme d'action, en recherche de perfection, qui était André. Vous savez que nous sommes Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh c'est un très grand jour, Rosh Chodesh Nissan, puisque la Torah nous dit que normalement la Torah aurait dû commencer par cette paracha, par ce jour de Rosh Chodesh, l'épisode de Rosh Chodesh, et pour différentes raisons. Ça ne s'est pas fait comme ça, mais quand même, ça nous donne une idée de l'importance de Rosh Chodesh, Nissan. De plus, la Haggadah elle-même nous dit que la Haggadah nous dit que Yachol mi Rosh Chodesh, que normalement on aurait pu croire que la mitzvah de raconter à nos enfants doit se faire le jour de Rosh Chodesh Nissan. Yachol mi Rosh Chodesh. Mais puisque le pasuk nous dit Bayomahu, Talmud Omar Bayomahu. Alors c'est pas Rosh Chodesh, c'est Bayomahu, le jour du Korban Pesach. Alors j'aurais pu penser Yachol mi Beodium. J'aurais pu penser que c'est vraiment dans la journée. Et c'est pour ça que le pasuk nous dit Ba'avurze. Ba'avurze, c'est Besha'a sheyesh matzon maro munachin ufanecha. C'est le moment où vraiment les mitzvot s'accomplissent de manière concrète. Ça, c'est ce que dit la Haggadah. Évidemment, le Rabbi s'interroge sur cette avamina. On aurait pu croire que la Haggadah devrait dire Rosh Chodesh. A priori, pourquoi on aurait pu croire sur Rosh Chodesh? Il suffit de lire la suite du passage qu'on voit qu'il ne s'agit pas de Rosh Chodesh. En tout cas, il y a une grande sikha où le Rabbi développe une idée très très intéressante. Il dit qu'en fait, Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour qui est beaucoup plus grand qu'on le pense. Parce qu'en fait, c'est le premier jour où les Juifs vont recevoir des mitzvot. Alors avant ça, il faut se rappeler quelle est la différence entre les mitzvot que nous avions avant Matan Torah et celles que nous avons eu après Matan Torah. On sait bien la différence. C'est qu'avant que la Torah ne soit donnée, les Juifs, les Avot, nos patriarches et nos ancêtres accomplissaient les mitzvot, mais ça n'avait pas du tout le même impact, n'avait pas la même capacité d'agir sur le monde. C'est juste des choses qui étaient des mitzvot qui étaient prinat, gavra, c'est-à-dire qu'elles rendaient la personne méritante d'accomplir une bonne action. Mais après Matan Torah, une fois que la Torah nous a été donnée, donc les mitzvot atteignent un autre niveau, ce qu'on appelle prinat chevtza. Chevtza, c'est-à-dire que la mitzvah a une action incroyable, c'est-à-dire qu'elle pénètre la matière, elle pénètre l'objet, elle sanctifie et elle élève tout ça. Et donc ça, c'est la grande différence entre les mitzvot avant Matan Torah, après Matan Torah. Pourquoi les mitzvot après Matan Torah ont eu un tel pouvoir? L'explication est très simple. C'est parce qu'il y a eu un tzivouï. Il y a un tzivouï. À partir du moment où il y a ce qu'on appelle un commandement divin, alors là, il y a des forces. Des kochot sont donnés et des forces qui sont absolument au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est les forces de pouvoir avoir une action sur le monde entier, sur la matière, et de vraiment préparer
le monde à être une demeure pour Akadosh Baruch Hu, comme on le voit dans les prakim de Tanya qu'on apprend en ce moment. Et donc ça c'est avant Matan Torah et après Matan Torah. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, les Juifs ont aussi reçu un tzivou, des tzivouis, des commandements. C'est-à-dire qu'en fait, Rosh Chodesh, c'est un petit Matan Torah. C'est la première fois où vraiment, Vayered Hashem descend vers son peuple et il donne des commandements. Et donc, il donne ce pouvoir pour la première fois, les Juifs le reçoivent le jour de Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça que ce jour est tellement grand, tellement puissant, tellement innovant, tellement révolutionnaire, que il y a Chol mi Rosh Chodesh. J'aurais pu penser que Vigata Levincha, Bayom Ha'u, Vigata Levincha, ce jour de Rosh Chodesh. Mais quand on voit la suite du passouk, on voit bien qu'il ne s'agit pas de Rosh Chodesh. On parle de Bayom Ha'u, il s'agit du moment du Korban Pessah, etc. Et donc le rabbi conclut qu'en fait, pourquoi la grandeur de Rosh Chodesh n'a pas été retenue pour qu'on applique la mitzvah de Vigata Levincha? Et la réponse, elle est très simple. C'est parce que c'est vrai qu'à Rosh Chodesh, nous avons reçu des commandements, nous avons reçu beaucoup de mitzvot, et nous avons une grande puissance, mais pas pour être accompli à Rosh Chodesh, pour être accompli beaucoup plus tard, c'est-à-dire le 15 du mois de Nissan. Et donc, le pouvoir, on l'a reçu, la puissance, on l'a reçu, mais le concret n'est pas possible. C'est resté que sur le plan potentiel et non pas concret. Et donc ça c'est la grande différence entre Rosh Chodesh et Tedvav. C'est Tedvav, les choses sont concrètes, c'est l'action. Et je pense que cette sikha, bien sûr, nous parle à chacun d'entre nous que quelle que soit la grandeur d'un moment, quelle que soit la grandeur d'un événement, quelle que soit la grandeur d'une situation, de toute façon, elle n'a de valeur qu'à partir du moment où elle amène à une action concrète, à agir, à être une personne qui agisse, une personne qui améliore son environnement par la Kedusha de la Torah. Et ça, c'est mamash, la nekuda principale, et ça nous permet de faire que Kadosh Baruch Hu vienne résider ici-bas, et qu'on puisse enfin nous voir avec nos yeux, mamash voir de nos yeux tout le bonheur qui nous attend, et surtout la fin de toute l'obscurité, et la venue de Mashiach Tzidkenu. À bientôt tout le monde. Chodesh Tov. Nous sommes réunis pour hommage de notre cher frère Rav, directeur regretté Messaoud Ben Shlomo Touboul. Nous sommes rentrés dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula. Et notre cher frère est parti Shabbat, où on a commencé à lire le 3e livre de la Torah, le livre des Korbanot, le livre de Vaïkra. Et voilà que nous allons maintenant inaugurer le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Vahi Bayom Hashmini. Voilà l'inauguration, tout le monde est présent, Moshe, Aaron et le peuple juif. Les enfants de Aaron, Nadab et Avihu, vont maintenant emmener leur sacrifice. Et à ce moment-là, les deux enfants de Aaron, de Korbatam et Pnei Vayamutu, et voilà qu'ils disparaissent. Voilà qu'ils quittent ce monde. On peut imaginer la peine du peuple, la peine de la famille et la peine de Aaron à Kohen. Et la Torah nous dit Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. On peut imaginer la peine et l'expression unique, c'est Vaïdom. Oui. Devant une tragédie aussi terrible, aussi difficile, on ne peut pas trouver de mots pour pouvoir consoler. Le seul qui peut consoler, c'est uniquement HaKadosh Baruch Hu, Yitzir Kapav, le créateur du monde et le créateur de tout univers. Le Chodesh Nissan, dit nos sages, c'est le mois qu'HaKadosh Baruch Hu a choisi.
Mishibachar beYaakov ubanav, quand HaKadosh Baruch Hu a choisi Yaakov et ses enfants, il a choisi le mois de Nissan, le mois de la Géoula. Cette Géoula que nous attendons si longtemps. Cette Géoula que nous prions si longtemps. Cette Géoula que nous attendons avec impatience. Et voilà qu'aujourd'hui, on se réunit une fois de plus pour dire à Kadosh Baruch Hu, Ad Matai, pas seulement jusqu'à quand, mais stop, Dai le Tzorateinu. Stop pour nos difficultés, stop pour nos peines, et stop pour tout ce qu'il y a d'incohérent à notre pensée, à notre logique. Le seul qui peut comprendre, c'est Akadosh Baruch Hu. On demande que ce bien soit tangible, que ce bien soit pour être palpable. Shlomo HaMelech dit, V'hachai iten alibo. Le vivant prendra à cœur. Prendre à cœur, c'est tout à fait ce que la Torah nous demande dans des moments pareils. Quand on regarde dans la Sikha que le Rabbi nous dit, veille de Nissan, veille de Rosh Chodesh, dans l'année Tafshin Mem Zayin, le Rabbi nous dit comment se préparer pour une journée pareille, avec les difficultés de la galoute qui nous emprisonne, c'est de se rattacher dans les trois piliers, Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Le Rabbi insiste de rajouter dans l'étude de la Torah, notamment les mots de son beau-père, le Nassi d'Oreino. Avoda, de rajouter dans les Teilim, en plus de la Takana, en plus de la volonté du Rabbi Yosef Yitzhak, que tous les jours, après la Tefila, qu'on fasse le Teilim tel qu'il est partagé au mois, de rajouter aussi les Teilim tel qu'il est partagé à la semaine. Gemilut Chasadim, de faire du bien autour de nous. C'est par le mérite de ces trois piliers, Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, que nous pourrons enfin pouvoir remercier HaKadosh Baruch Hu pour toutes les difficultés qu'il nous a fait auparavant et de demander que du bien tangible, que du bien et que du bien. David HaMelech, le roi David, a chanté les louanges, les cantiques, le Teilim. Il a demandé à HaKadosh Baruch Hu que dans ce livre-là sera réunies toutes les bénédictions et toutes les demandes que le peuple peut avoir. Effectivement, c'est un livre qui nous accompagne tout au long de notre vie, avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance, pendant toutes les circonstances joyeuses ou moins joyeuses, jusqu'à le dernier souffle. Ce Teilim nous accompagne. À l'époque du Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, il voit qu'il y a malheureusement une Gzera lo aleinu sur un village juif. Il réunit ses deux amis, Reb Mordechai et Reb Kehot, Tzadikim Nistarim, pour former un Beddin pour annuler ce décret. Le Neshama du Baal Shem Tov monte dans les cieux, dans les Hechalot, et il voit que cette Gzera est incontournable. Voilà que le Neshama du Baal Shem Tov revient et il remarque un Hechal, un endroit très éclairé, très illuminé. À la question, quelle est cette lumière? À qui appartient ce Hechal, ce palais? La réponse était, ça appartient à un juif, un paysan, qui se trouve au bout du village. Le Baal Shem Tov vient le voir et lui demande est-ce qu'il serait prêt à donner son Olam Haba pour sauver ce village. La personne lui répond évidemment, pour sauver le village, je donnerai mon Olam Haba si j'en ai. Et le Rabbi Yosef Yitzhak nous raconte que cette Gzira s'est annulée. Comment est-ce possible que ces lumières de cette personne avaient la force de pouvoir illuminer, éclairer jusqu'à sauver? C'est la force du Teilim. D'ailleurs, cette personne qui était une personne simple de connaissance de Torah, faisait son Teilim constamment, il faisait son Teilim 5 fois par jour, il le finissait. Il le faisait même dans les moments que d'après la halakha, c'est interdit de prononcer. Mais par son ignorance, il le faisait.
Et la force de ces télim a brisé tous les cieux et a permis d'épargner ce village. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ces pilotes. Ces pilotes qui nous accompagnent et ces pilotes qui feront cesser cette maguefa alors alayhi. Messaoud Ben Shlomo, Rav Messaoud Ben Shlomo Touboul, directeur d'institution de Bet Chaim Mushka pendant des dizaines d'années, qui a formé une armée des Néchés Israël, des mamans et des mamies, des grands-mères, qu'aujourd'hui, grâce à son éducation exemplaire, sont aujourd'hui des chefs de famille, chefs de communauté. Je voudrais partager une petite expérience que j'ai eue personnellement. L'année dernière, il y avait une élève de notre école qui devait changer d'école. C'est adressé à M. Teboul, Rav Teboul. Et il a pris l'enfant dans son bureau. Il a posé quelques questions. Et ensuite, il lui dit, très bien, tu peux intégrer nos institutions. Tu peux commencer même demain. Et il lui sort 4 listes de la 4e. Il dit, choisis quelle classe tu aurais voulu, pour voir, peut-être tu connais des élèves dans ces classes, puis tu te sentirais à l'aise. L'élève, en sortant du bureau, il a dit, mais c'est qui ce personnage? Il m'a sondé, il m'a ressenti, il m'a compris. Elle a ressenti en lui, pas un directeur, elle a ressenti en lui un papa. Donc aujourd'hui, on demande à Kadosh Baruch Hu, stop, cesse. Nous voulons aujourd'hui obtenir la finalité qui était promise par le Rabbi, le chef de la génération, le prophète de la génération, Higi Azman Gulatrem. Le moment de la délivrance est arrivé et qu'aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, forcément, nous sommes déjà arrivés. Et si ce n'était pas suffisant des Neshamot qui partent, qui aujourd'hui, Bachai Iten Elibo, chaque mitzvah que nous allons faire dès maintenant, ça pourra nous permettre d'être méritants avec tous les mérites que nous avons déjà et de pouvoir enfin, et une fois pour toutes, d'inaugurer le Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan qui a été construit par Moshe Rabbeinu, qui est éternel, puisque Maaseh Moshe Nitzri, les actions de Moshe sont éternelles, donc forcément le Mishkan est éternel. Et nous voulons déjà qu'il soit pénétré dans le 3e Beit Hamikdash, qui sera, Bezrat Hashem, inauguré par Moshe, Aaron et tous les tzadikim. Comme nous voyons, suite au départ de Nadav Abihu, dit la Torah, Yain de Shecher al Tesht, ne bois pas du vin. Le vin, ça rend ivre. Et Allah nous dit qu'un Kohen aujourd'hui n'a pas le droit de boire, bien que enlever l'effet du vin, selon un avis, c'est 18 minutes ou 24 minutes. Et quand même, on demande au Kohen de ne pas le boire selon un avis, parce que le Mashiach est imminent. Le Mashiach peut se dévoiler tout de suite, il va se dévoiler tout de suite, avec nos efforts de chacun, avec les bonnes décisions qu'on va prendre pour cette Neshama et pour tous les Neshamot qui nous ont quittés, et qu'on soit, Bezrat Hashem, méritant de pouvoir pénétrer enfin dans le 3e Hey Nacho Tsura Betsur Rachaim, et que nous allons, Bezrat Hashem, pouvoir chanter, danser dans cette Géoula Hamitit Vashlema, comme Mashiach Tzidkeinu, Now Miyad. Bonsoir à tous. Donc, ce shiur, il est le Ilui Nishmat, notre cher Shliach, le Rav Messaoud Touboul. Je recherche le nom de son père. Il s'appelle, j'ai pas le nom de son père, mais en tout cas, le Ilui Nishmat, le Rav Messaoud Touboul. Donc, excusez-moi pour cet incident technique. Donc, ce shiur, il est le Nishmat, le Shliach, Rav Messaoud Touboul.
Pourquoi on voit pas la caméra? Ça marche pas. Non, ça marche pas. On voit pas la caméra. On voit pas. Je sais pas, ça marche pas. Bonjour. Donc ce shiur, il est le Ilui Nishmat, le Rav Touboul. On va étudier un Mahamar. Il y a le lien normalement qui a été partagé en dessous de la vidéo. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Donc on m'entend. Al-Shum Shelo Ispik Betseket Shelavotenu Lachmitz. Ce Mahamar, c'est un Mahamar particulier, c'est un Mahamar très intéressant, c'est un Mahamar facile, c'est un Mahamar en même temps avec un certain enseignement très profond et un enseignement qui nous parle pour les moments que nous vivons aujourd'hui. Ce Mahamar, il est particulièrement important, davantage important du fait que c'est un Mahamar que le Rabbi a dit après une longue période dans laquelle le Rabbi n'a plus dit de Mahamarim. Le Rabbi disait des Mahamarim pendant toutes les années de la Nesiut de manière régulière, à toutes les différentes occasions importantes, et à des Shabbatot, Shabbat Vachim, à des fois dans les Faringen de Yutshvat, Yutet Kislev, etc., et des Yom Tov. Mais, depuis Tafshim Memvav, à un certain moment, le Rabbi a arrêté de dire des Mamarim. Il y a eu, à quelques reprises, des Mamarim que Ein Sicha. Mamar Ein Sicha, c'est un Mamar qui était dit sous forme et dans la tonalité d'une Sicha sans qu'il soit précédé
par le nigun du Mahamar, parce que lorsque le Rabbi disait un Mahamar, il y avait l'air du Mahamar, comme la première fois quand le Rabbi l'a dit le Mahamar Bati le Gani, c'est le nigun du Mahamar. Le Mahamar, il est précédé, il y a l'air avec lequel le Rabbi dit le Mahamar. Avant ça, on chante le nigun de Rostov, c'est le nigun qui est avant le Mahamar. Pendant le Mahamar, le Rabbi prend un mouchoir dans sa main, comme c'est connu, et tout le monde se lève. Et il y avait des Mahamarim pendant cette période, donc, dans laquelle le Rabbi il a arrêté de dire des Mahamarim. Il y avait des Mahamarim qui s'appelaient Mamar Ke'en Sicha. C'était sous forme d'une Sicha. Durant le Mahamar, certains chassidim s'apercevaient qu'il s'agissait d'un Mahamar, mais des Mahamarim, tels que le Rabbi avait l'habitude de dire précédemment, il n'y a pas eu pendant une longue période. Et Erev Pessah Tafshin même tête en 5749, 1989, après Maariv, le Rabbi a pris un mouchoir de sa poche, il l'a mis autour de sa main, il a fait signe qu'il allait dire une sikha, il s'est approché vers la bima pour dire la sikha, mais là il s'est tourné vers le Rav Groner, à qui on souhaite une refoua shlema, Yudalei ben Nocha Rachel, et il lui a dit Zogn dem nigun, qu'on chante le nigun du Mahamar. Le Rabbi a mis son sidour sur sa main de manière à cacher le mouchoir, que ce soit un peu plus discret. Et après le nigun, là, le Rabbi il a commencé à la surprise, à l'émotion, à la joie de tous les chassidim. Le Rabbi il a commencé à dire le Mahamar, Matzazu shanochlim al shum ma al shum shelo ispik betzeket shel avotenu lachmitz. Il a commencé à dire ce Mahamar, un Mahamar un peu court, mais que le Rabbi a corrigé, qu'il est sorti pour Pessah, corrigé, et que les chassidim ont étudié. Donc ça, c'est ce Mahamar qu'on va étudier. Dans ce Mahamar, dans la première partie du Mahamar, le Rabbi, il va d'abord reprendre certaines notions concernant la Kedusha et l'importance de la Matzah et certaines explications par rapport à une phrase de la Haggadah qui sont déjà expliquées dans l'Ikot Torah. Ça, c'est dans la première partie du Mahamar. Et après, le Rabbi il va y ajouter des chidushim, si on peut dire, entre guillemets, des nouvelles explications. Ce qu'on va retenir de ce Mahamar, c'est la Kedusha, que la Chassidut, et en particulièrement le Rabbi, nous apprennent qu'il y a dans la matzah que nous allons manger prochainement à Pessah, en espérant que nous la mangerons dans de meilleures conditions. Mais dans cette matzah-là, elle est la Kedusha. Le Rabbi Maharaj disait, le Rabbi l'a ramené dans les Sichot, que la matzah, quand on mange la matzah, on mange Elokut, on mange la divinité. C'est sûr, on fait une mitzvah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al achilat matzah, mais il voulait dire qu'on parle le fait de l'accomplissement de la mitzvah qu'on est en train de faire, comme quand on fait d'autres mitzvot. La matzah, elle est Elokut, elle est de la divinité, elle a une kedusha particulière. Et comment comprendre que cette matzah, qu'est-ce que signifie la kedusha particulière que cette matzah, elle a, ça, on va bien le comprendre à travers ce Mahamar que nous allons étudier à présent. Donc, comme on n'a qu'une petite demi-heure, je ne veux pas lire le Mahamar dans les mots, je vais expliquer à l'oral le sens du Mahamar. Dans la Haggadah, on dit une phrase, Matzazu shanochlim al shumma al shum shelo ispik betzeket shel avotenu lachmitz ad shenigla lehem melech malcham lachim akadosh baruch hu melech malcham lachim akadosh baruch hu galam. Que la matzah que nous mangeons maintenant ce soir-là du Seder, on la mange en souvenir et au fait, pour la raison que lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ils ont dû fuir car ils ont été renvoyés par les Égyptiens. Et donc la pâte, lo ispik betzeket shel avotenu lachmitz, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler lorsqu'ils sont partis plus précisément de Ramsès, où ils étaient à Sukkot. Là-bas, ils ont campé. Et c'est là-bas qu'ils ont mangé la matzah. Mais comme la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, car ils ont été très précipités pour fuir, car les Égyptiens les ont envoyés. Dieu s'est dévoilé, il y a eu Makat Bchot, etc. Et la révélation d'Akadosh Baruch Hu, il les a libérés. Donc, ils ont dû fuir l'Égypte. Et donc, c'est pour ça que ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Ils ont mangé de la galette. Et c'est pour cette raison, c'est ce qu'on dit maintenant dans la Haggadah, que voilà pourquoi nous mangeons de la matzah, nous mangeons de la galette. Car la pâte de nos ancêtres n'a pas pu gonfler, et eux aussi ils ont mangé des galettes, et voilà pourquoi nous aujourd'hui nous mangeons la matzah. Et le Rabbi va ramener une question qui est ramenée dans les Drushei Rabbeinu Nesein ou dans les différents Mamarim de Chassidut des Rebbeim. Et la question est la suivante, c'est qu'en vérité, nous mangeons la matzah parce qu'il y a une mitzvah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux Juifs, déjà, encore lorsqu'ils se trouvaient en Égypte, il leur a dit la mitzvah du Korban Pesach, il leur a dit que Erev tochlu matzot, que le soir du 15, vous mangerez des matzot. Ça veut dire, avant déjà que cet incident s'est passé, qu'ils ont dû fuir l'Égypte, et que la pâte n'ait pas eu le temps de gonfler, déjà avant ça,
ils avaient l'ordre et le commandement et la consigne de manger de la matzah. Ça veut dire que même si cette chose-là ne serait pas arrivée, que la pâte n'avait pas eu le temps de gonfler, ils avaient quand même déjà la mitzvah de matzah. Alors en vérité, ce qui s'est passé en Égypte, c'est que d'abord ils ont mangé la matzah quand ils étaient encore en Égypte, parce que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Ba'erev tochlo matzot. Et après, quand ils ont fui, ils ont pris la pâte avec eux, elle n'a pas eu le temps de gonfler, ils ont encore une fois mangé de la galette, parce que la pâte, elle n'a pas eu le temps de gonfler, mais de toute façon, ils avaient la mitzvah. Et ce soir-là, quand on mange, nous on mange, on dit Asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. On est en train d'accomplir la mitzvah que Akadosh Baruch Hu il a donnée aux Juifs. Déjà quand encore ils étaient en Égypte, avant cette histoire de la fuite et de la pâte qui n'a pas pu gonfler, al achilat matzah, on fait la mitzvah de matzah, de ba'erev tochlu matzah. Alors, qu'est-ce que signifie le fait qu'on dit qu'on mange la matzah parce que elle n'a pas eu le temps de gonfler? De toute façon, il y avait la mitzvah, de toute façon, il y avait l'ordre et la consigne, le commandement et l'injonction de manger de la matzah. Donc, pour répondre à cette question, il y a différents commentaires qui ont différentes réponses à cette question. Elle est élaborée largement dans les commentateurs. Mais là, la chassidoute, elle donne une certaine explication, une certaine signification et un sens à cette phrase que nous sommes en train de dire. Tout en commençant à expliquer d'abord qu'il y a deux niveaux de matzah. C'est-à-dire quoi? Il y a deux niveaux de matzah. Il y a deux niveaux de révélation d'Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha et dans le niveau de la matzah. Lorsque les Juifs, ils ont reçu la consigne de manger de la matzah, c'est marqué dans le pasuk Ba'erev tochlu matzot, et le mot matzot, il est marqué avec mem tzadik he, avec trois lettres, mem tzadik he matzah, matzot, mem tzadik tav, pardon, sans le vav, matzot, Ba'erev tochlu matzot. Par contre, lorsque plus tard, après qu'ils sont sortis d'Égypte, la Torah nous raconte qu'ils ont mangé de la galette car elle n'a pas pu gonfler. La Torah, elle dit Ugot matzot kilo chamet. C'était des galettes qui n'ont pas pu gonfler. Et là-bas, le mot matzot, il est marqué même tzadik vav tav. Il y a le vav. Donc, une fois, la première fois où ils ont le tzivouille, où ils ont l'ordre de manger les matzot lorsqu'ils sont en Mitzrayim, c'est marqué matzot en l'absence du vav. Et lorsqu'on nous raconte l'histoire que la matzah n'a pas pu gonfler, c'est marqué matzah en présence de ce vav. Qu'est-ce que signifie cette différence? Qu'est-ce que signifie l'absence du vav et la présence du vav? L'absence du vav, le vav en chassidoute, c'est expliqué chaque lettre du aleph bet, elle a une gdusha. Elle n'a pas seulement une gdusha, la forme a une signification. Alors, ici, le vav, c'est quoi la signification qui lui est donnée à Pi Kabbalah? Et la signification que le vav représente, comme tel que c'est ramené dans la chassidoute, c'est que le dessin du vav, il est comme un bâton qui descend. Ça représente un découlement, à une amshacha, à une lumière qui descend d'en haut de chez Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on est en présence du Vav, ça signifie qu'on est en présence d'un certain dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est en absence de ce Vav, ça signifie qu'on est en absence de ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux situations. Il y avait une situation où les Juifs, ils ont bénéficié du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et il y avait une situation où les Juifs, ils étaient encore avant ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça correspond à deux phases lorsque les Juifs de la sortie d'Égypte. Il y avait, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, ils ont eu la consigne de manger la matzah. C'était encore avant qu'Akadosh Baruch Hu descende dans Mitzrayim et qu'il se dévoile et que grâce à ça, ils sortent. Donc, c'était avant ce dévoilement et ce révèlement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il s'est marqué que Ba'erev tochlu matzot, lorsqu'ils étaient encore en Mitzrayim, que le soir, ils vont manger la matzah, c'est marqué matzot sans vav. Et après, lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, que Dieu s'est révélé, qu'ils ont fui l'Égypte et que les Égyptiens les ont renvoyés, là, la pâte n'a pas pu gonfler parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Là, c'est marqué que la matzah qu'ils ont mangé, Ugot matzot, avec un vav. Et c'est parce que ils bénéficiaient déjà du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait la présence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et c'est à ça que faisait référence le vav qui est marqué dans la matzah. Et donc, en vérité, c'est pour ça donc ça veut dire qu'il s'agit ici de deux matzot, de deux niveaux de matzot différents. Une qui était avant Chatzot, avant minuit, avant Makat Bechorot, quand ils étaient encore en Mitzrayim. Il n'y avait pas le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, en absence du Vav. Et une après Chatzot, une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Donc c'est ça que signifie le Vav, signifie le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui a eu, ou la phase avant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement s'il y a oui le dévoilement ou il n'y a pas le dévoilement. Ce dévoilement a eu un effet concret, réel, begashmiut, matériel, sur la matzah elle-même. Pourquoi? Parce que c'est justement la raison pourquoi la matzah n'a pas pu gonfler. C'est parce que il y a eu un
tel dévoilement, un dévoilement tellement important d'Akadosh Baruch Hu que la matzah, elle n'a pas pu gonfler. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? Ça veut dire comme ça. La matzah, la différence entre matzah et chametz. Chametz, ça représente sur la gava, c'est quelque chose qui s'élève, quelque chose qui gonfle. En général, quand on veut signifier quelque chose de mal dans la Gemara, souvent, les Chachamim, ils emploient le terme de chametz. Chametz veut dire quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est orgueilleux, quelque chose qui signifie au mal, aux forces du mal. L'orgueil, c'est la pâte qui gonfle, comme le pain qui gonfle. Et matzah, ça représente sur annulation. Telle que la matzah, elle est fine, matériellement, mais ça représente aussi sur un niveau d'annulation. Donc, lorsque les Juifs, ils étaient encore en Égypte, quand ils étaient encore en l'absence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, alors là, c'est marqué qu'ils devaient manger de la matzah, mais c'est marqué aussi Ushmartem et Amatzot, que vous devez la garder. Comme on connaît le terme matzah shumua, c'est-à-dire qu'on doit la garder, on doit préserver la matzah, qu'elle ne gonfle pas, que la pâte ne devienne pas chametz. Qu'est-ce que ça signifie le fait qu'on doit faire attention que la pâte ne devient pas chametz? Ça signifie au fait que le juif, il doit encore se battre face au mal, parce que le mal a encore une emprise sur lui, et pour que le mal ne le domine pas et que lui, il soit capable de renvoyer le mal, alors il doit faire une lutte et un travail où Shmartem, il doit se battre pour pas que la matzah, le chametz gonfle, pour pas que la pâte, elle gonfle, pour pas que la pâte devienne chametz, pardon. Donc les Juifs, quand ils étaient encore Mitzrayim en Égypte, la clipa, la force du mal d'Égypte, avait encore un impact sur eux. Et pour ne pas être affectés, ils devaient se battre. Et c'est ça que signifie Ushmartem et Amatzot. Faut préserver la pâte, faut la garder pour pas qu'elle gonfle, parce que si tu la gardes pas comme le mal a encore une emprise sur toi, ça peut avoir un effet sur toi et ça peut gonfler, ça peut amener à de la gava, ça peut amener à du mal, ça peut amener à du chametz. Par contre, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, une fois qu'ils sont arrivés à un niveau où ils avaient le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu, il y avait une telle lumière, une telle gdusha, que de elle-même la matzah n'a pas pu gonfler. Ça veut dire que le fait que la matzah n'a pas pu gonfler, c'est pas juste tel qu'on l'apprend, que techniquement, le temps ne leur a pas permis, que la pâte n'a pas permis que la pâte puisse gonfler. Il n'y a pas eu le temps. Matériellement, il n'y a pas eu de temps. Il n'y a pas eu assez de temps pour que la pâte gonfle. C'est vrai aussi, mais certainement que c'est vrai, parce qu'il y en a qui disent que quand même, il y avait largement le temps pour que ça gonfle, mais partons même dans l'idée qu'il y avait le temps que ça gonfle. Mais c'est pas seulement quelque chose de technique que la pâte n'a pas pu gonfler, c'est qu'il y a eu un tel dévoilement d'Akadosh Baruch Hu que quand il y a le mal ne peut pas se manifester. Quand on dit le mal ne peut pas se manifester, le mal est tellement annulé devant la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'il peut pas monter, qu'il peut pas exister. Et donc, ça s'est traduit par le fait, puisque la matzah représente l'annulation et le chametz représente le mal, c'est que le chametz n'a pas pu exister, de elle-même la matzah n'a pas pu gonfler. Donc, on parle de deux niveaux de matzot, un niveau de matzah en l'absence du vav, en l'absence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui était avant chatzot, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est la matzah sur laquelle ils ont une mitzvah de manger le soir de Pessah. Mais c'est une matzah qu'il faut garder, parce qu'on est encore en Égypte, on est encore sous l'emprise du mal, on doit se préserver du mal, la pâte peut encore gonfler. Et après, on parle d'une pâte, quand il y a la présence du vav, matzot avec un vav, c'était après le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et après le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de la Kedusha, elle est tellement grande que elle-même, elle devient pas chametz, que le mal ne peut même pas se manifester. Et le mot matzah, avec sans le vav, même tzadik, ça vient du mot matzah meriva, veut dire se disputer. Ça fait référence au combat qu'on a avec le mal, parce que le mal a une emprise. Ça, c'est lorsque matzah, il écrit sans vav. Mais après que c'est marqué avec un vav, ça représente son dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de elle-même, elle devient pas chametz. Et ça commence à expliquer ce qu'on est en train de dire dans la Haggadah, que cette matzah que nous mangeons que nous mangeons ce soir-là de Pessah, elle est al-shum, elle est en signification de la matzah que eux, ils ont mangé lorsqu'elle n'a pas pu gonfler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De toute façon, on a, oui, le dévoilement, le tzivouille, lors d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit manger la matzah, même s'il n'y avait pas eu cet incident. On est en train de dire que notre matzah, elle bénéficie d'un dévoilement supplémentaire, non seulement qu'on est en train d'accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mais on bénéficie d'une lumière supplémentaire. De quelle lumière supplémentaire? De la lumière de laquelle ils ont bénéficié lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Pour être plus précisément, il explique le Ravi, que c'est vrai qu'il y avait deux phases, c'est vrai qu'il y avait deux étapes, c'est vrai qu'il y avait la première matzah et après il y avait la deuxième matzah. C'est vrai qu'il y avait une matzah en absence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et une matzah en présence du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais ces deux phases, c'était à l'époque où ils sont sortis d'Égypte. Aujourd'hui, même quand on est dans la première phase, même quand on est avant Chatzot, puisque la matzah, on doit la manger le soir du Seder avant Chatzot,
avant Chatzot Alayla. Même qu'on est avant Chatzot. Quand on mange la matzah, et bien qu'on fait la mitzvah d'achilat matzah qui est suite au commandement de manger la matzah qu'ils ont reçu avant Chatzot, quand ils étaient encore en Mitzrayim, c'est la matzah qui est en l'absence du vav. Mais aujourd'hui, déjà, même à ce moment-là, on bénéficie du dévoilement qu'ils ont eu après Chatzot. Bien que chez eux, c'est en deux phases. Chez nous, aujourd'hui, déjà, même avant Chatzot, on a ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, d'après que eux, ils ont eu après Chatzot, le Niglalem Elech Malcham Lachem Akadosh Baruch Hu. Première raison pourquoi nous, on l'a déjà maintenant lorsqu'on mange la matzah le soir de Pessah, avant Chatzot. Ça veut dire même quand on fait la mitzvah, Asher Kideshanu Bemitzvot Avetzivanu, on est en train d'accomplir le Ba'erev Tochlu Matzot, donc on est en train d'avoir affaire à la matzah qui est sans vav. Comment ça se fait qu'on bénéficie déjà de la matzah que eux, ils ont eu, du dévoilement de la matzah qu'ils ont eu après Chatzot? Parce qu'aujourd'hui, on est après Matan Torah. Et après Matan Torah, il y a une différence entre l'époque où les Juifs, ils étaient avant le don de la Torah, et l'époque où les Juifs, aujourd'hui, on se trouve après le don de la Torah. Quelle est la différence entre avant et après? C'est connu qu'avant que les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Juifs, ils ont eu certaines mitzvot qu'ils accomplissaient avant que la Torah ait été donnée. On explique qu'avant que la Torah ait été donnée, il y avait une gzera, il y avait un décret. Dieu, il n'avait pas permis le lien entre le supérieur et l'inférieur. Ça veut dire entre la spiritualité et la matérialité. Ça veut dire que quand un juif il faisait une mitzvah, peut-être c'était la volonté de l'Akadosh Baruch Hu qui était en train d'accomplir, mais Dieu n'avait pas encore donné la force que cette mitzvah elle a un impact et qu'on puisse faire amener cette kedusha et la lumière dans le matériel. C'était un décret que les deux n'avaient pas. Tartonim lo elionim lo yerdu le tartonim et tartonim lo yalu elionim. C'est-à-dire que le matériel et le spirituel ne pouvaient pas avoir affaire ensemble. Quand est-ce que ce décret et cette barrière a été annulée? C'est lorsque il y a eu le don de la Torah, Vayered Hashem Har Sinaï, Dieu il est descendu matériellement sur le mont Sinaï, dans le matériel, pardon, il est descendu dans le Har Sinaï. Alors à ce moment-là, cette barrière-là qui est entre le spirituel et le matériel a été annulée et Dieu a donné la force aux Juifs que par son travail matériel, il peut avoir un impact sur la matérialité des choses. Donc aujourd'hui, lorsqu'on mange la matzah, on a la force d'amener ce dévoilement de la matzah dans notre matzah déjà. À l'époque, ils ont eu la force grâce au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avant Chatzot, on mange la matzah parce qu'il y a la mitzvah de Ba'erev Tochlu Matzot. Bien sûr, c'est la matzah sans vav. Mais bien que c'est la matzah sans vav, en l'absence du gilouï d'Akadosh Baruch Hu et qui vient pour la mitzvah qui est avant Chatzot, on bénéficie déjà de la lumière que eux, ils ont eu après Chatzot. Nous, on en bénéficie déjà parce qu'on est déjà avant. On est après Matan Torah, donc nous on a déjà la force maintenant lorsqu'on fait la mitzvah d'amener cette lumière sur la matzah. Donc voilà ce qu'on est en train de dire dans la Haggadah. C'est vrai que de toute façon on aura accompli la mitzvah même si il y avait cet événement que la pâte aurait pas pu gonfler. On fait la mitzvah parce que Dieu l'a dit Ba'erev Tochlu Matzot. On n'est pas en train d'exclure ça. On bénéficie aussi de cette lumière là, de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Mais en plus de ça, on bénéficie aussi de la lumière de Niglalem Melech Malchem Lachim. Akadosh Baruch Hu, que de ce dévoilement qu'ils ont eu après Chatzot, nous, on en bénéficie déjà à présent, parce que nous, on a après Matan Torah, donc on a la force de l'amener dans la matérialité de la matzah. Donc ça, c'est une première partie du Mahamar, c'est ce que le Likutei Torah explique. Et c'est avec ça que le Rabbi a commencé, il a introduit la première partie du Mahamar. La deuxième partie du Mahamar, le Rabbi va nous expliquer encore d'autres choses. Il va nous expliquer encore d'autres hidushim que nous avons dans la matzah que nous mangeons aujourd'hui, le soir du Seder de Pessah. Et tout ça, ça nous montre la kedusha et la signification que cette matzah est là. Le Rabbi va nous donner encore une raison, toujours basée sur l'Likutei Torah, mais avec un petit accent et un chidush, si on peut dire que le Rabbi sur lequel il va accentuer. Il va dire que non seulement qu'aujourd'hui, après Chatzot, on bénéficie du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Nigla, avant Chatzot, on bénéficie du Nigla Alem, Melech Malchem Lachim, Akadosh Baruch Hu, qu'eux, ils ont eu après Chatzot. Non seulement ça, mais en plus, notre dévoilement de Nigla Alem, Melech Malchem Lachim, Akadosh Baruch Hu, duquel on bénéficie, avant Chatzot, il est plus haut que le leur de ce qu'eux, ils ont reçu après Chatzot. Donc, nous, eux, ils ont eu un dévoilement après Chatzot de Nigla Alem, Melech Malchem Lachim, ça c'est une chose. Nous, aujourd'hui, on mange la matzah, Asher Kideshanu Bemitzvotav, avant Chatzot, on bénéficie déjà de ce dévoilement qu'ils ont eu après Chatzot. Ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le premier paragraphe. Et en plus de ça, ce dévoilement-là que nous, on a avant Chatzot, il est plus haut que le leur de ce qu'ils ont eu avant Chatzot. Qu'est-ce qui justifie que notre dévoilement, il est plus haut que le leur? Et le Rabbi, il explique, il amène dans la Hara 13, dans la référence 13, il explique dans le Mahamar, parce que
eux, ça a dû se passer en deux phases. Parce que pour bénéficier d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il faut se préparer. On peut pas recevoir un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sans aucune préparation. Donc, eux, ils ont reçu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont eu besoin quand même d'une préparation. C'était quoi le minimum de préparation qu'ils ont pu avoir? C'est lorsqu'ils ont mangé la matzah avant Chatzot. En faisant cette mitzvah, Ba'erev Tochlo Matzot, ils ont eu une certaine préparation, ce qui leur a permis de recevoir le Giloui. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il les a fait sortir d'Égypte. Mais le principe qui est expliqué en Chassidut, c'est que plus on se prépare pour un dévoilement, plus on pourra le recevoir de manière plus profonde. Ça, c'est d'un. Et c'est pour ça que nous, comme on a toute l'année, Rabbi précise, la avoda de Torah Mitzvot, ils n'ont pas eu Torah Mitzvot. Ils n'avaient pas toute l'année la avoda Torah Mitzvot. Nous, depuis un an avant Pessah, on fait Torah Mitzvot pendant toute l'année. Donc le fait qu'on fait une avoda, et ça signifie une grande préparation, c'est ce qui permet qu'on peut bénéficier de ce giloui avant Chatzot. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas besoin des deux phases. Avant Chatzot, une préparation, comme eux, ils ont mangé la matzah, pour bénéficier du giloui d'Akadosh Baruch Hu après une certaine préparation. Non. Puisqu'on a une préparation toute l'année, alors, et c'est une très grande préparation, parce que c'est la avoda Torah Mitzvah toute l'année, ça fait que chez nous, ça peut se passer déjà en une phase, parce que déjà avant Chatzot, on est prêt, grâce à une avoda de Torah Mitzvah toute l'année, ça fait qu'on peut se bénéficier de ce giloui avant Chatzot. Le Rabbi rajoute que non seulement que ça permet qu'on peut l'avoir tout de suite avant Chatzot, mais ça fait qu'il est encore beaucoup plus haut. Parce que notre avoda, elle permet pas seulement qu'on puisse la recevoir, mais elle permet on a un impact et on peut faire par notre travail que les dévoilements soient plus hauts. Et là, le Rabbi nous montre la force que notre avodat Hashem est là. Parce que notre avodat Hashem peut avoir un impact sur la lumière et les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Parce que puisque nous on a fait ça toute l'année Torah Mitzvot, alors lorsqu'on arrive au dévoilement, non seulement on est prêt pour le recevoir, on n'a pas besoin d'attendre après Chatzot, mais le Giloui, c'est un Giloui dans les mots du Rabbi, Naleyoter, c'est un Giloui, c'est un dévoilement encore plus haut parce que notre avodat, c'est pas seulement que le dévoilement qui arrive, que le Seder il est, que quand un juif, que le protocole il est, si on peut dire, lorsqu'un juif il fait une avoda, grâce à sa avoda, il arrive après la avoda, la phase d'après, c'est qu'on bénéficie d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ou un très grand dévoilement. C'est plus que ça, c'est que le travail lui-même fait que le dévoilement soit encore beaucoup plus haut. Donc du fait que nous, pendant un an, on a fait Torah Mitzvot, on a fait un très grand travail, ça a permis que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va recevoir avant Chatzot, il soit encore plus haut que le leur après Chatzot. Sans entrer dans tous les détails, le Rabbi donne un exemple, avec Shavuot, que le dévoilement de Shavuot, il est plus haut que celui de Pessah. Qu'est-ce qui justifie que le dévoilement de Shavuot, il est plus haut que Pessah? Parce que entre Pessah et Shavuot, les Juifs, ils font une avoda de Sfirat HaOmer. Et lorsqu'on fait une avoda, ça permet qu'il y ait un dévoilement encore plus haut. Et non seulement que le dévoilement, il est encore plus haut, mais c'est justement la avoda qu'on fait qui amène que le dévoilement soit beaucoup plus haut. C'est-à-dire que notre avoda, elle a un impact sur le dévoilement. Donc, premièrement, le dévoilement, comme on a expliqué dans le premier paragraphe, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont eu après Chatzot, nous on en bénéficie déjà avant Chatzot. Parce qu'on a après Matan Torah, on a un impact, on a la force de faire que le dévoilement, il est sur la matzah, déjà même avant Chatzot, quand on mange la matzah le soir de Pessah. Deuxièmement, on a expliqué pourquoi ça n'a pas besoin chez nous d'être en deux phases, parce que nous on s'est préparé avec Torah Mitzvot toute l'année, donc déjà quand on est avant Chatzot, on est déjà prêt pour recevoir ce Giloui et de manière plus profonde. Mais le Rabbi, il rajoute ici à ça que c'est notre travail qui fait que le Giloui soit encore plus grand. Donc, même quand on est avant Chatzot, on reçoit le Giloui d'après Chatzot. Notre Giloui, il est encore plus haut que le leur qu'ils ont eu lorsque Nigla le Melech Malcham Lachim. Parce que notre avoda peut faire que le dévoilement soit plus haut. Donc, comme il y a un avoda de Torah Mitzvot pendant un an, donc ça fait que le Giloui, il est encore beaucoup plus haut. Après, le Rabbi ne se contente pas de ça. Le Rabbi, il n'est pas juste en train de dire que aujourd'hui, quand on a avant Chatzot le Giloui, que eux, ils avaient le dévoilement, que ils avaient après Chatzot, notre dévoilement est encore plus haut. Le Rabbi, il dit que, puisque nous, lorsqu'on mange la matzah, la consommation de la matzah elle-même, c'est une mitzvah. Quand eux, ils ont mangé la matzah après Chatzot, c'était pas une mitzvah, c'était parce que la pâte n'a pas pu gonfler. Sans trop rentrer dans les détails. Parce qu'ils avaient peut-être la mitzvah, le Rabbi signifie de pas manger du chametz, mais ils n'avaient pas une mitzvah tassée après Chatzot, de manger la matzah. Donc, ils n'ont pas fait un kiyum mitzvah. Nous, lorsqu'on mange la matzah avant Chatzot, la consommation elle-même, c'est une mitzvah. Et lorsqu'on fait une avoda, un kiyum mitzvah, le dévoilement, il est encore beaucoup plus haut. Ça veut dire que pas seulement que grâce à notre avoda, on peut faire que le dévoilement, il soit plus haut. Parce que lorsqu'on dit que grâce à notre avoda, le dévoilement n'est pas encore plus haut, ça veut dire qu'il y a un dévoilement qui est là.
Nous, on se prépare, on le reçoit encore mieux, on est prêt à le recevoir encore plus tôt. Et grâce à notre travail, ce même dévoilement, il va être encore beaucoup plus fort. Ça, c'est ce qu'on a jusqu'à présent. Mais ça parle du même dévoilement qui vient d'une manière plus forte. Là, le Rabbi veut dire, il y a autre chose ici. C'est pas seulement un dévoilement milma là qui vient et que nous, on a un impact de faire que ce dévoilement qui vient milma là, il soit plus fort. C'est tout à fait une autre sorte de dévoilement. C'est une avoda avec une mitzvah. Et quand on fait une mitzvah, on fait un Baruch Ata Hashem Elokeinu, c'est une Amshacha, c'est tout à fait un autre dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et chez eux, pendant qu'ils mangeaient la matzah après Chatzot, bien que c'était un grand gilou galam, nigla alem elach machakadosh baruch hu galam, c'était pas un kiyum mitzvah comme chez nous. Et là, lorsqu'on fait un kiyum mitzvah, notre matzah, elle est encore beaucoup plus haute. C'est tout à fait une autre sorte de dévoilement. Donc voilà encore une autre gdusha, une autre divinité qu'il y a dans notre matzah. Donc ça nous montre encore une fois combien, grâce à une avoda, on a un impact sur ce qui se passe en haut. On peut amener un dévoilement plus haut. Deuxièmement, ça montre que quand on fait une mitzvah, ça amène tout à fait une autre sorte de dévoilement qui est encore beaucoup plus haute. C'est ce qu'il y a dans notre matzah. Et puisque puisqu'on arrive à la fin de la demi-heure, pour conclure, le Rabbi dit plus loin dans la Haggadah que dans le Mamar, que non seulement qu'on a toutes ces qualités, qu'on a le dévoilement de avant Chatzot, on a le Ba'erev Tochlu Matzot, on est en train d'accomplir la mitzvah de la matzah, mais qu'on a le dévoilement qu'ils ont une igla alem melech malchem lachim après Chatzot, nous on l'a avant Chatzot, c'est pour ça qu'on peut dire que la matzah qu'on mange, ça choum chez Louis Pic, parce que la matzah des ancêtres, elle a pas gonflé, parce que ce dévoilement qu'ils ont eu après Chatzot, nous on l'a déjà avant Chatzot. Comme c'est expliqué dans les côtés Torah, que comme on a une préparation, on le reçoit plus bipnimiyut, et pas seulement que comme on a une préparation, on le reçoit plus de manière imprégnée. C'est grâce à notre préparation, on arrive à faire que le gilou, il est na'aleyoter, c'est-à-dire qu'on a un dévoilement plus grand que ce qu'ils ont après Chatzot. Nous, avant Chatzot, on a un dévoilement encore beaucoup plus grand qui vient grâce à notre avoda, que notre avoda peut faire que le dévoilement soit plus grand. Mais jusqu'à là, avec toute la grandeur du dévoilement, ça reste toujours ce même dévoilement qui vient d'en haut, qui est venu grâce à notre avoda, qui est peut-être plus grand, mais c'est le même dévoilement. Et après, comme la consommation elle-même, c'est une mitzvah, alors, grâce à la mitzvah, c'est tout à fait une autre sorte d'avoda, une autre sorte de lumière. On a une lumière encore beaucoup plus haute que ce qu'ils avaient avant. Et pour terminer, le Rabbi dit à la fin du Mamar que encore deux qualités qu'on a, que notre matzah, elle a un lien avec la matzah qu'on va manger le 7e jour de Pessah. Elle a un lien avec la matzah du 8e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, la différence, c'est que c'est pas une mitzvah, c'est reshoot. Reshoot, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le faire. Et Chassidut, c'est expliqué que quand on fait une mitzvah chova sur laquelle on est obligé, c'est un grand niveau d'avodat Hashem. Mais quand on fait une mitzvah reshoot sur laquelle on n'est pas obligé, quand c'est quelque chose dans la fin de Pessah, on dit pas, Cherki Deshanou, mitzvota vetzivanu alachilat matzah. C'est pas une mitzvah, c'est reshoot. C'est quelque chose, c'est un dévoilement qui est encore beaucoup plus haut, qui ressemble, qui se rapproche au dévoilement de la matzah de Shmini Shel Pessah qui est lié au dévoilement de Mashiach. Ça ressemble au dévoilement de la matzah qui aura lorsqu'il y aura Mashiach, au dévoilement de la divinité qui aura la Atid Lavo. Et voilà toutes les qualités que notre matzah est là, d'avant Chatzot, du Gilouï d'après Chatzot, plus haut que ce qu'ils ont eu avant, d'un dévoilement plus que le Gilouï d'après Chatzot qu'ils ont eu avant, c'est un dévoilement de la Avoda avec Kiyum Mitzvah. On sent, on fait une mitzvah, c'est tout à fait un autre dévoilement, lié aussi à la Avoda de reshoot de Shvi Shel Pesach, la matzah qu'on mange à la fin de Pesach qui est au-dessus du lien de Kiyum Mitzvah encore plus haut, et qui est lié, qui se rapproche au dévoilement de la matzah, qu'il y aura la Tid Lavo, Bimer Rabbi Yameinu, le Rabbi a terminé ce moment en distribuant la tzedaka chez Mekarevet et Agvoula. Alors là, on a vu que si un juif il fait une avoda, il fait un Kiyum Mitzvah, il a un grand impact sur Akadosh Baruch Hu, sur les dévoilements de là-haut. C'est expliquant encore plus profondément dans le Mahamar pourquoi. En tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va prendre à cœur les choses dans notre filote, dans notre avodat Hashem, dans nos mitzvot, on aura un impact sur ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu pour lui demander de changer toute la situation, et nous amener beaucoup de lumière, de bonnes nouvelles, et la goula mitzvah shlema tekefumiyad mamash.